Avant de commencer, il est fortement conseillé de faire preuve de discernement. Ce qui suit est destiné à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Voici le témoignage intégral en salle d'audience du procès fédéral de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Lorsqu'enfin Jamie Foxx fit son entrée dans la salle d'audience, personne ne s'attendait à ce qu'il allait révéler. Pendant des mois, des rumeurs avaient circulé autour de sa mystérieuse urgence médicale, des publications cryptiques sur Instagram, un silence de la part de ses amis et des murmures laissant entendre que quelqu'un voulait le faire taire. Mais aujourd'hui, sous serment et face au monde entier, Jamie brise enfin le silence. Il cite des noms, révèle ce qu'il a vu lors des fameuses soirées de Diddy et expose la sombre vérité qui se cache derrière les élites les plus puissantes de l'industrie. Avec une voix calme mais des mains tremblantes, Jamie déclare « Ce n'était pas juste une alerte sanitaire, c'était un avertissement, et j'y ai survécu. » L'apparition de Jamie Foxx est la révélation d'un monde caché. Le procès fédéral de Sean Diddy Combs a pris un tournant inattendu lorsque Jamie Foxx, l'acteur et musicien américain, est entré dans la salle d'audience, prêt à livrer un témoignage qui allait secouer les fondements même de l'industrie du divertissement. Ce n'était pas seulement une salle de tribunal qui l'attendait, mais une salle pleine de spectateurs, de journalistes et de personnes avides de réponses. Depuis des mois, l'absence prolongée de Jamie Foxx avait alimenté des spéculations. Il était hospitalisé dans le plus grand secret, les rumeurs parlaient d'une mystérieuse urgence médicale, des publications cryptiques sur Instagram laissaient entendre qu'il était en danger et des amis proches ne donnaient plus de nouvelles. Tout le monde s'interrogeait, qu'était-il advenu de Jamie Foxx? Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que Jamie Foxx allait dévoiler une vérité terrifiante, une histoire qu'il n'avait encore jamais partagée avec le public. Sous serment et dans une salle d'audience remplie de témoins et d'avocats, Foxx n'a pas seulement parlé de sa santé, mais d'un complot qui se déroulait dans l'ombre. Un complot dans lequel les noms de certaines des personnes les plus puissantes de l'industrie étaient en jeu. À travers ses paroles, il allait faire exploser des secrets profondément enfouis et exposer un monde de corruption et de menaces invisibles. Au moment où il a pris place à la barre des témoins, son regard était concentré, son visage ferme mais marqué par les épreuves qu'il avait traversées. Bien qu'il n'ait pas montré de signes évidents de stress, sa voix, calme mais grave, portait une tension palpable. Il a commencé par décrire les événements qui ont conduit à son effondrement. Il n'était pas venu ici pour se justifier ou pour chercher de la pitié, mais pour dire la vérité, coûte que coûte. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à dire pourrait changer sa vie à jamais. C'était la vérité qu'il avait gardée pour lui pendant trop longtemps, et il était désormais prêt à tout risquer pour la partager. « Je n'étais pas supposé être ici aujourd'hui », a-t-il déclaré calmement. « On m'a dit que si je venais témoigner, je ne quitterais pas le tribunal vivant. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la salle, une déclaration qui choqua tout le monde, y compris les avocats présents. Mais ce n'était que le début de ce que l'on appellerait plus tard un des témoignages les plus explosifs de l'histoire du procès. Il a expliqué que, peu de temps avant sa mystérieuse hospitalisation, il avait commencé à se sentir observé. Il se souvient de ces voitures noires qui le suivaient, toujours les mêmes, sans plaque d'immatriculation. Il les repérait dans différentes villes, à différents moments, comme s'il était constamment sous surveillance. « Je savais que j'étais suivi, dit-il. Je savais juste pas pourquoi. » Ce sentiment d'être observé, d'être pris dans un filet invisible, devint de plus en plus oppressant au fur et à mesure que les jours passaient. Mais il ne pouvait pas en parler à quiconque, car il savait qu'il ne pourrait jamais prouver ce qu'il ressentait. Les choses prirent une tournure plus inquiétante lorsqu'un jour, sur un tournage, il eut une confrontation avec un inconnu. Quelqu'un que je ne connaissais pas est venu sur le plateau et m'a dit qu'il avait des images compromettantes de moi lors d'une fête. Il m'a menacé de les diffuser si je ne payais pas 35 000 $. À ce moment-là, Jamie Foxx ne savait pas exactement ce que ces images contenaient. Mais il savait d'où elles venaient et ce qu'elles signifieraient si elles étaient rendues publiques. C'était un chantage pur et simple. Je ne savais pas ce que ces images montraient, mais je savais d'où elles venaient, expliqua-t-il. Alors j'ai appelé la police et cette personne a été évacuée du plateau. Cependant, même si cet incident avait été réglé de manière officielle, Jamie comprit que c'était un message clair. Quelqu'un voulait obtenir des informations sur lui. Et surtout, il voulait du silence. Mais ce n'était pas tout. Peu après cet incident, Jamie commença à recevoir des messages anonymes, provenant de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Ces messages étaient remplis de menaces subtiles et de rappels inquiétants. « N'oublie pas qui t'a fait » et « Tu as vu trop de choses ». Au début, il pensa que c'était des farces, des plaisanteries de mauvais goût, mais ce sentiment d'inquiétude se renforça lorsqu'il reçut un email qui mentionnait sa fille par son prénom, ainsi que le nom de l'école qu'elle fréquentait. Ce n'était plus une simple blague, c'était réel. J'ai commencé à dire à mes gens proches, si quelque chose m'arrive, ne dites pas que c'était un accident. Et surtout, si je disparais,
Assurez-vous que la vérité éclate. C'était là qu'il commença à comprendre que la situation était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas juste une question de célébrité ou de réputation, c'était sa vie qui était en jeu. Et cette prise de conscience fit naître chez lui un sentiment de terreur et de responsabilité. Jamie Foxx n'était pas un homme en colère lorsqu'il prit la parole. Il était calme, presque détaché, comme un acteur jouant un rôle qu'il avait répété des centaines de fois dans sa tête. Mais en entendant son récit, il était évident qu'il n'était pas en train de raconter une simple histoire. Il était en train de briser un silence imposé par des forces bien plus puissantes que lui. Il expliqua qu'avant son effondrement, il ressentait une pression intérieure, une sensation de malaise qui ne cessait de grandir. Il ne se sentait ni malade ni fatigué, mais comme si quelque chose d'invisible se passait en lui. Le matin où je me suis effondré, je me suis réveillé complètement désorienté. Je n'arrivais pas à parler. J'avais une pression intense dans la poitrine et le cou, je ne pouvais même pas bouger mon bras. C'était comme si mon corps m'avait trahi. Ces mots étaient lourds de sens. L'horreur qu'il décrivait n'était pas celle d'une simple crise médicale, mais celle d'un sabotage délibéré. La peur dans sa voix était palpable, bien que ses paroles restent mesurées. Au fil de son témoignage, il a révélé que son équipe de sécurité avait rapidement agi, l'emmenant à l'hôpital où les médecins étaient dans l'incapacité de poser un diagnostic clair. Ce n'était pas une simple urgence médicale, c'était bien plus que ça. Fox savait dans son cœur que ce qui lui était arrivé n'était pas naturel. Quelqu'un avait voulu l'éliminer ou au moins le réduire au silence. Le plus choquant était encore à venir. Lors de son séjour à l'hôpital, il apprit que la police avait été appelée après qu'une personne de son entourage eût évoqué la possibilité d'un empoisonnement. Fox n'avait jamais prononcé ce mot, mais il savait qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Les tests médicaux n'étaient pas concluants, mais pour lui, cela ne signifiait pas qu'il n'y avait rien eu. Il expliqua que, lors de son hospitalisation, des éléments cruciaux avaient disparu. Son téléphone, son journal personnel et même les enregistrements de surveillance de sa maison. Les preuves avaient été effacées, comme si quelqu'un avait voulu qu'il disparaisse sans laisser de traces. « J'ai eu l'impression de mourir ce jour-là, et peut-être que c'était le but », confia-t-il, d'une voix plus basse. Ce moment marqua le début d'une longue quête pour dénouer les fils de cette histoire, mais aussi de la lutte pour sa propre survie. Une survie qu'il savait fragile tant que la vérité n'était pas dévoilée. Et maintenant, dans cette salle d'audience, Jamie Foxx était déterminé à briser le silence. Il allait tout révéler. Des indices et des mystères révélés, à mesure que Jamie Foxx poursuivait son témoignage devant la cour, un silence de plus en plus lourd s'installa dans la salle. L'intensité de ses déclarations, combinée à l'évidence qu'il n'était pas là pour raconter des fables, bouleversa tous ceux présents. Ce que beaucoup considéraient comme des rumeurs ou des hypothèses se transformait lentement en un récit de plus en plus tangible, un récit dans lequel les figures les plus puissantes de l'industrie semblaient avoir non seulement pris part, mais aussi manipulé les événements à leur avantage. Le début de son effondrement, expliqua Jamie, n'était pas lié à une simple crise de santé. Non, ce qu'il avait vécu relevait de quelque chose de bien plus sombre et systémique. Ce n'était pas un accident, répéta-t-il, avec cette même voix calme mais déterminée. Ce n'était pas le fruit du hasard, et il était plus que clair qu'il n'était pas un simple acteur pris dans un mauvais moment de sa vie. Il se trouvait au cœur d'un réseau de menaces, de surveillance et de manipulation. En retraçant les événements qui ont mené à son hospitalisation, il expliqua comment une série de signes avant-coureurs avait commencé à apparaître bien avant sa chute soudaine. « Dès le début, je savais que quelque chose n'allait pas », continua-t-il. « Je n'étais pas juste fatigué ou malade, j'étais surveillé. » La surveillance n'était pas quelque chose qu'il avait choisi, et encore moins un phénomène qu'il avait imaginé. Il commença à expliquer que, dans les semaines précédant son hospitalisation, il avait remarqué une présence étrange autour de lui. Toujours la même voiture, des SUV noirs sans plaque d'immatriculation qui semblèrent le suivre à chaque déplacement. Il pouvait les repérer dans différents états, à différents moments, comme si une force invisible le traquait, prêt à l'attraper dès qu'il ferait une erreur. Mais cela allait bien au-delà de simples voitures suspectes. Jamie se souvint de l'incident sur le plateau de tournage, cet événement singulier qui l'avait marqué à jamais. Un individu inconnu était apparu et lui avait fait une offre, 35 000 $ en échange de la suppression d'une vidéo compromettante de lui, prise lors d'une fête privée. Je ne savais pas ce que montrait cette vidéo, mais je savais d'où elle venait, dit-il avec fermeté. L'offre de chantage semblait irréelle, mais c'était bien réel. Il avait immédiatement appelé la police et l'individu avait été évacué du plateau. Mais la menace était claire, cette vidéo pourrait tout changer et quelqu'un voulait que Jamie fasse silence. Dès ce moment, Jamie comprit que ce qu'il était en train de vivre n'était pas un accident, ni même une simple situation isolée. C'était quelque chose de bien plus vaste, un système tout entier conçu pour faire taire ceux qui en savaient trop.
Cela expliquait les appels anonymes qu'il recevait, les messages à partir de numéros inconnus qui lui rappelaient des détails de son passé. N'oublie pas qui t'a fait et tu as vu trop de choses, parmi d'autres. Initialement, Jamie pensait que ces messages étaient des farces, des blagues venant de quelqu'un qui voulait juste le mettre mal à l'aise. Mais lorsqu'il reçut un email mentionnant le nom de sa fille et l'école qu'elle fréquentait, il comprit qu'il était loin d'être en sécurité. Cette fois-ci, la menace était bien réelle et sa famille en faisait désormais partie. Ce fut à ce moment-là qu'il décida d'en parler à ses proches. « Si quelque chose m'arrive, ne dites pas que c'était un accident. Si je disparais, assurez-vous que la vérité éclate. » Ces mots, simples mais puissants, marquaient un tournant dans la manière dont Jamie voyait la situation. Il n'était plus question de maladie ou de malchance. Ce dont il était victime allait bien au-delà de tout cela. C'était un combat pour sa vie, un combat contre des forces bien plus grandes que lui. Et à ce moment précis, il comprenait que la vérité devait être entendue, peu importe les conséquences. Lorsque Fox fit une pause, il semblait déjà préparé à la suite de son témoignage. Il avait vécu ces événements dans l'isolement, loin des regards curieux. Mais aujourd'hui, il avait l'opportunité de tout dévoiler. Il expliqua ensuite que, malgré ses soupçons croissants, il n'avait pas voulu se laisser envahir par la peur. Mais la situation s'aggrava rapidement. Ce n'était plus une simple question de protection personnelle. Il avait été directement impliqué dans un jeu beaucoup plus vaste, un jeu où les règles étaient dictées par ceux qui se croyaient au-dessus de tout. Le matin où il se sentit vraiment mal, avant sa crise, il ne se réveilla pas simplement fatigué. « Je ne pouvais pas bouger », se souvint-il. « J'avais cette pression dans la poitrine et le cou, c'était comme si mon corps ne me répondait plus. » Lorsqu'il fut transporté à l'hôpital, les médecins n'étaient pas sûrs de ce qui s'était passé. Ils parlaient de possibles événements neurologiques ou d'accidents vasculaires cérébrales. Mais Fox savait, au plus profond de lui, que ce n'était pas une simple coïncidence. C'était délibéré. Quelqu'un avait voulu le faire taire et cette crise n'était pas naturelle. Ses soupçons se confirmèrent quand la police intervint après qu'une personne de son entourage ait suggéré qu'il ait été empoisonné. Cependant, les tests médicaux n'apportèrent aucune preuve concluante. Fox demeura convaincu que ce n'était pas un simple incident. Les signes étaient clairs et il savait que son corps lui avait montré que quelque chose n'allait pas. L'effort pour le maintenir sous silence était beaucoup plus organisé et réfléchi qu'il ne l'avait imaginé. C'est dans cet état de confusion qu'il réalisa que, durant son hospitalisation, des éléments essentiels avaient disparu. Son téléphone, son journal personnel et même les vidéos de surveillance de sa maison avaient été effacés. Quand il demanda des explications, il fut informé que tout avait été corrompu. Ce qui semblait être une simple défaillance technique devenait de plus en plus suspect. Puis, une découverte encore plus troublante survint. Le disque dur de son système de surveillance avait été fondu. Non pas endommagé, non pas corrompu, mais littéralement fondu, comme si une chaleur extrême l'avait détruit. C'était un acte délibéré. Je me suis dit que j'avais presque disparu, et peut-être que c'était le but, raconta-t-il. Les mensonges, les manipulations et la dissimulation avaient créé un réseau dans lequel il se retrouvait pris, malgré lui. Ce qu'il avait vécu n'était pas juste une crise personnelle, mais une pièce d'un puzzle plus vaste. Un puzzle qui mettait en lumière un système dans lequel les secrets étaient protégés par des moyens extrêmes. C'était un message clair. La vérité n'était pas autorisée à sortir. Mais Jamie était là pour défier ce système et briser ce silence. Le processus était dangereux, mais il savait qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. À ce moment-là, Jamie Foxx savait que tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait observé, ne pouvait plus être ignoré. Le combat pour sa survie ne faisait que commencer, et il était déterminé à faire en sorte que son histoire soit entendue, quoi qu'il en coûte. La plongée dans les soirées secrètes de Didi. Lorsque Jamie Foxx fit une pause dans son témoignage, la salle d'audience était suspendue à ses lèvres. Il avait déjà révélé des informations troublantes sur sa propre expérience, mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Le véritable cœur de son récit allait maintenant émerger, une histoire qui liait son nom à celui de l'une des figures les plus puissantes de l'industrie du divertissement, Sean Diddy Combs. Ce n'était plus seulement une question de santé ou de menaces anonymes. Fox allait maintenant livrer une vérité encore plus dérangeante. Il croyait que Diddy y avait joué un rôle direct dans son empoisonnement et ses tentatives d'intimidation. Il reprit la parole, sa voix ferme, mais teintée d'une certaine gravité qui ne laissait plus de place au doute. Il expliqua que, au cours des années, Diddy l'avait invité à de nombreuses soirées privées. Au début, ces événements semblaient être des occasions de réseautage, des rassemblements où se côtoyaient des célébrités, des politiciens, des musiciens, dans une ambiance détendue avec du champagne et de la musique. Tout semblait normal, presque banal, un simple moyen pour lui de se lier avec les bonnes personnes dans un environnement professionnel. Cependant, au fil du temps, les choses devinrent plus étranges, les invitations se firent plus fréquentes et les conditions plus rigides. D'abord, c'était sympa, expliqua Jamie.
Mais avec le temps, ça a changé. À chaque nouvelle fête, les règles étaient de plus en plus strictes. Pas de téléphone, leur disait-on, une règle qui, dans l'industrie, est souvent synonyme de choses que l'on ne veut pas voir enregistrées. À chaque nouvelle soirée, des contrats de confidentialité étaient distribués aux invités, non seulement pour protéger les secrets des célébrités présentes, mais aussi pour garantir que personne ne puisse jamais parler de ce qu'ils y avaient vu ou entendu. Les contrats n'étaient pas seulement pour protéger ce qui se passait pendant la fête, mais aussi pour protéger les personnes présentes, qui étaient souvent des gens puissants, des gens que vous ne pouvez pas simplement photographier ou mentionner, dit Fox. Ce qu'il observa à ces soirées le perturba profondément. Les événements, qu'il avait initialement perçus comme une simple opportunité sociale, prenaient une tournure de plus en plus inquiétante. Les pièces étaient plongées dans l'obscurité, avec des rideaux en velours qui cachaient l'intérieur de certaines salles et des gens escortés dans des recoins sombres. Ce qu'il avait vu dans ces coins cachés l'avait profondément marqué. Des personnalités politiques, des athlètes, des acteurs étaient là se livrant à des comportements qu'il n'aurait jamais voulu rendre publics. Bien que Jamie ait refusé d'y participer, il savait que ce qu'il avait observé ne pouvait être ignoré. « J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Mais je ne suis pas un homme qui veut se mêler à ça, » confia-t-il. Il se souvint d'un incident précis, un moment qui marqua un tournant pour lui. Une altercation avec un autre invité qui, apparemment, n'avait pas apprécié qu'il s'éloigne de l'atmosphère de ces soirées. Un jour, après avoir refusé une invitation à l'une de ces soirées, j'ai entendu quelqu'un dire « Tu agis comme si tu oubliais qui t'a aidé au début. » Ces mots, apparemment anodins, prenaient un sens bien plus sombre dans le contexte de ce qu'il avait observé. La pression montait. Il y avait des attentes implicites de participation, et ceux qui refusèrent de jouer selon les règles devenaient des menaces. Ces menaces se matérialisaient sous forme de pression sociale, mais aussi de menaces directes. Fox expliqua que ses amis proches, ceux qui étaient dans la même industrie, l'avaient averti de cesser de parler de ce qu'il avait vu. « On m'a dit de ne pas parler des soirées, de ne pas mentionner certains noms. Il ne fallait surtout pas que je parle de ce qui se passait là-bas, » confia-t-il. Il expliqua également qu'un autre incident l'avait particulièrement troublé. Il avait vu un artiste bien connu quitter l'une de ses soirées, visiblement traumatisé. Cet artiste, il tremblait, se souvint Fox. Il était bouleversé. Je l'ai vu sortir de cette fête et j'ai su qu'il venait de voir quelque chose qui l'avait marqué à vie. Il n'en a jamais parlé, mais je me souviens très bien de cet instant et j'ai commencé à me demander si je ne finirais pas comme lui. Cet instant de tension marqua un point de non-retour pour Jamie. Il savait maintenant qu'il était coincé dans un système où les voix dissidentes étaient réduites au silence, où ceux qui osaient poser trop de questions disparaissaient ou étaient laissés dans l'ombre. À partir de là, Fox expliqua comment il avait commencé à se sentir de plus en plus paranoïaque. Il n'était plus seulement un spectateur passif. Il avait pris conscience qu'il était un acteur dans un jeu bien plus grand et dangereux que tout ce qu'il avait imaginé. Les invitations à ses soirées privées devenaient de plus en plus menaçantes. On m'a dit que je devenais nouveau, que j'oubliais d'où je venais, que je n'étais plus le même Jamie, expliqua-t-il. Il se souvint aussi d'un autre incident où un artiste bien connu qu'il considérait comme un ami avait quitté une soirée tremblant de peur. Il savait qu'il avait vu quelque chose dans une salle privée qui l'avait perturbé au point de ne jamais vouloir revenir. Mais ce n'était pas tout. Fox évoqua un épisode encore plus troublant. La mystérieuse disparition de Kim Porter, l'ex-compagne de Diddy, en 2018. Bien que la cause officielle de la mort de Kim soit la pneumonie, Fox n'avait jamais cru cette version des faits. Kim était en bonne santé, elle se sentait bien. Mais quelques mois avant sa mort, elle m'avait dit qu'elle avait l'intention de parler, expliqua Fox avec émotion. Il se souvint d'une conversation privée avec Kim où elle lui avait confié « Fais attention à qui tu fais confiance, Jamie. Il y a des gens qui nous surveillent. » Elle lui avait dit qu'elle prévoyait de s'adresser à un journaliste ou à une personne influente dans le gouvernement pour partager ce qu'elle avait observé au fil des ans. Elle m'a dit qu'elle en avait assez de garder le silence, qu'elle voulait en parler, mais quelques mois plus tard, elle est morte. Il y avait eu des suspicions dès le départ. Des posts étranges d'Albi, l'ex-mari de Kim, avaient suivi sa mort. Après avoir écrit qu'il pensait que Kim avait été assassiné, il avait effacé ses déclarations sous la pression. Fox se souvenait que, peu après, Albi lui avait écrit en privé, lui avouant qu'il ne se sentait plus en sécurité et qu'il avait l'impression que des choses avaient été déplacées chez lui. Les mystères autour de la mort de Kim et les déclarations d'Albi ajoutaient une couche supplémentaire à ce qui semblait être un complot beaucoup plus vaste touchant non seulement Kim, mais aussi d'autres personnes qui avaient côtoyé Diddy de près. Mais Fox n'avait pas l'intention de se taire. Il avait vu trop de choses et il était décidé à tout révéler, même si cela signifiait risquer sa vie. « Je parle pour Kim. Je parle pour tous ceux qui ne peuvent plus parler », conclut-il, sa voix se brisant légèrement à la mention de son nom. Elle était prête à parler, mais elle est partie.
Maintenant, je suis ici pour dire ce qu'elle n'a jamais pu dire. La salle d'audience était silencieuse alors que Fox terminait sa déclaration. Il savait que ses paroles avaient marqué un tournant dans le procès. Ce n'était plus simplement une question de santé ou de menaces anonymes. C'était une bataille contre un système plus vaste, plus sombre et plus dangereux que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Et Jamie Foxx, après avoir été un spectateur silencieux, était désormais un homme déterminé à briser le silence pour toujours. L'appel à la vérité et la rupture du silence. La tension dans la salle d'audience atteignit son apogée lorsque Jamie Foxx conclut son témoignage en dévoilant des révélations plus choquantes et personnelles que tout ce qu'il avait partagé jusque-là. Alors que la cour était déjà plongée dans un silence glacial, Foxx, avec un calme déconcertant, expliqua que sa quête pour la vérité ne s'arrêtait pas aux portes de la salle d'audience. Ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait observé, ce qu'il savait, allait dépasser largement le cadre du procès en cours. Et à ce moment-là, il n'avait plus rien à perdre. C'était sa dernière chance de parler, de briser un silence qui durait depuis trop longtemps. Il commença par évoquer une question fondamentale qui, à son sens, résumait toute la nature du pouvoir et de l'omerta dans l'industrie du divertissement. Pourquoi avait-il mis autant de temps à parler ? Pourquoi avait-il hésité si longtemps avant de briser ce silence ? Parce que je pensais pouvoir m'en sortir. Je pensais que tout cela allait finir par disparaître, que je pourrais reprendre ma vie, que tout serait oublié. Mais plus je creusais, plus je comprenais que ce n'était pas une question de guérison, c'était une question de survie. Il admit qu'au départ, il avait cru qu'il pourrait surmonter cette épreuve, faire semblant que tout allait bien. Mais avec le temps, les choses étaient devenues irréversibles. Jamie expliqua que, juste après son hospitalisation, il avait reçu des propositions, non seulement pour le faire taire, mais aussi pour acheter son silence. On m'a proposé de l'argent. On m'a dit que je pourrais prendre ma retraite, vivre confortablement si je signais un accord de confidentialité, un accord qui me garantissait une vie tranquille, mais dans le silence. L'offre semblait si généreuse. Une somme d'argent qui lui permettait de tout oublier, de partir et de ne plus jamais parler de ce qu'il avait vu. Mais quelque chose, au fond de lui, l'empêcha de signer. Quand j'ai lu le contrat, j'ai su ce que cela signifiait. Silence à vie. Et je n'étais pas prêt à payer ce prix-là, lui confia-t-il. Il expliqua qu'il y avait quelque chose de profondément déshumanisant dans cette offre. Ce n'était pas seulement une tentative de l'acheter, mais un moyen de le réduire au silence, de l'effacer de la scène publique et de faire en sorte que personne ne sache jamais ce qui s'était réellement passé. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que je n'étais pas juste en train de jouer un rôle dans un film. Ma vie, ma vérité, c'était bien plus que cela, dit Foxx, sa voix remplie d'émotion. Il se souvenait des moments où il se sentait seul, accablé par les menaces, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette partie de son histoire être effacée. Il avait vu trop de choses pour les ignorer. Il avait une responsabilité envers lui-même, mais aussi envers les autres qui étaient peut-être dans la même situation. C'est alors qu'il évoqua la situation de Cassie Ventura qui avait récemment témoigné dans cette même salle. Je l'ai vue témoigner tremblante, mais elle n'a pas craqué. Elle a tenu bon, et je me suis dit, si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire. Foxx confia que ce témoignage l'avait profondément marqué, lui montrant que, même face à la pression, on pouvait choisir de ne pas se soumettre à la peur. Mais surtout, il se souvint d'un autre témoignage qui l'avait particulièrement bouleversé, celui de Kim Porter, la défunte ex-compagne de Diddy. Foxx expliqua que Kim, avant sa mort, lui avait confié qu'elle envisageait de parler, de tout révéler. Mais elle avait été réduite au silence, une victime d'un système bien plus vaste qu'elle n'avait pu contrôler. Sa mort en 2018, officiellement attribuée à une pneumonie, n'avait jamais semblé naturelle aux yeux de Foxx. Kim était en pleine forme. Elle se préparait à parler, mais elle est morte avant de pouvoir le faire. Ces paroles résonnèrent dans la salle comme un appel à ne pas oublier que derrière la façade glamour de l'industrie, il y avait un monde de secrets, de manipulation et de souffrances inavouées. La discussion se tourna alors vers un point central du témoignage de Foxx. La façon dont Diddy, en particulier, et l'industrie du divertissement en général, faisaient tout leur possible pour garder ces secrets bien enfouis. Ce n'était pas juste Diddy, ce n'était pas juste une personne, c'était tout un système. Un système qui se nourrissait de la peur, du silence et de l'intimidation, expliqua-t-il. Il dénonça la complicité des médias, des maisons de disques et même des récompenses attribuées à Diddy, qui, malgré les rumeurs persistantes, continuait de recevoir des prix et des honneurs. Foxx pointa du doigt les magazines, les émissions de télévision et les sociétés de production qui savaient ce qui se passait mais préféraient de fermer les yeux pour ne pas perturber l'ordre établi. Mais Jamie Foxx ne se contenta pas de critiquer. Il appela à l'action. Les empires construits sur le silence et la peur finissent toujours par s'effondrer. Et quand ils tombent, c'est avec fracas. C'était un avertissement, un appel à tous ceux qui étaient dans l'industrie, mais aussi à ceux qui suivaient à ce procès à l'extérieur. Le système qu'il dénonçait était fragile, et un jour, la vérité finirait par éclater.
Il n'était pas question de vengeance mais de vérité. Il croyait que les personnes comme lui et comme Kim méritaient que leur histoire soit entendue, non pas pour satisfaire un appétit morbide, mais pour briser le cycle de la peur et de la complicité. Fox conclut son témoignage en se tournant directement vers Didi, qui se trouvait à quelques mètres de lui, impassible. « Je t'ai défendu pendant des années. J'ai ri avec toi, j'ai fait des blagues, j'ai même été à tes soirées. Mais je savais trop de choses. Et toi, tu le savais, tu as essayé de me faire taire, et quand ça n'a pas marché, tu as tenté de me distraire, mais je suis encore là. » Ces mots frappèrent Didi comme une gifle. Fox poursuivit avec une détermination visible. « Tu n'es pas juste un producteur ou un rappeur, Didi. Tu fais partie d'un système plus grand, plus sombre, qui repose sur l'exploitation des autres. Mais tu dois savoir que ce système est en train de se fissurer. » Il se tourna alors vers la cour et la galerie, son regard balayant la pièce. « Si ce procès ne mène à rien, alors au moins, je sais que je n'aurai pas été silencieux. Et pour ceux qui sont dans l'ombre, pour ceux qui ont peur de parler, sachez ceci. Ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, ce n'est pas juste un cauchemar, c'est la vérité. Et la vérité finit toujours par sortir. » La salle se tut. Le poids de ses paroles imprégnait l'air. Jamie Foxx, un homme qui avait survécu à une tentative d'effacement, un système qui cherchait à l'anéantir, venait de livrer son dernier message. Le silence n'était plus une option. Ce qu'il venait de dire, ce qu'il venait de révéler, marquait la fin d'une époque de dissimulation. La vérité, malgré les efforts pour la masquer, avait trouvé sa place. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de partager avec tout le monde autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chaque abonnement me motive à continuer à créer du contenu pour vous. Votre soutien est précieux et chaque abonné compte énormément pour moi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de révélations et d'informations exclusives. Ne manquez pas ça.